Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, lutte contre le terrorisme, l'Espagne et le Burkina Faso comptent renforcer leur collaboration pour faire face à la menace islamiste radicale. Culture, un atelier de validation du guide type d'élaboration des stratégies locales pour le développement culturel s'est tenu ce lundi à Ouagadougou. Il y a 22 ans, soit le 4 août 1994, la fin officielle du génocide rwandais a été prononcée. En 100 jours, plus d'1 million de personnes ont été massacrées dans une barbarie inouïe. Un rappel historique dans ce journal. L'Espagne compte appuyer le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme à travers les échanges d'informations et le partage d'expériences avec les forces de défense. C'est l'un des points abordés ce matin entre le secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères reçu par le président du Faso. La coopération économique et énergétique entre les deux pays ont aussi été passées en revue. Le point avec Cheikh Omar Bandaogo. L'Espagne et le Burkina Faso mettent dans la main pour relever ensemble les défis communs qui se présentent à eux. S'il y a un domaine où les deux partenaires entendent renforcer la coopération, c'est bien celui de la lutte contre le terrorisme. C'est l'un des domaines dans lesquels nous pouvons le faire. Nous avons nous-mêmes une expérience de lutte contre le terrorisme qui a été importante dans notre pays. Nous pensons que le terrorisme est une menace globale aujourd'hui et nous pensons que c'est un domaine dans lequel nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire en échangeant des informations, qui est un élément essentiel, mais aussi en pouvant transmettre notre expérience aux forces de l'ordre au Burkina. Il y a déjà des échanges, des membres de votre police et votre gendarmerie et qui vont en visite en Espagne pour recevoir des cours. Si la question sécuritaire semble être le souci premier des dirigeants des deux pays, ceux-ci n'ont pas passé sous silence la coopération économique et énergétique. L'agriculture et l'élevage comme un domaine dans lequel il pourrait y avoir une coopération. Il a mentionné aussi les énergies renouvelables dans lesquelles l'Espagne est un pays important qui fait qu'il y a depuis déjà un certain temps de grandes sociétés espagnoles qui font des projets d'énergie renouvelable, surtout dans le domaine du solaire. Visiblement, lors de cette audience, rien n'aura été négligé. En plus de la sécurité, à l'économie en passant par l'énergie, les deux hommes ont aussi parlé du développement social. Le président a aussi mentionné le logement social, qui est l'une des préoccupations, l'une des priorités de votre gouvernement ici en Burkina. Donc ce serait des domaines dans lesquels il faut commencer à travailler. Il y a aussi évidemment le domaine de la coopération au développement, dans lequel nous le faisons déjà parce que nous sommes une partie de l'Union européenne, donc les programmes que l'Union européenne développe ici dans votre pays, ce sont des programmes qui sont aussi appuyés par l'Espagne. Le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères se rendra dans les jours à venir en Espagne, afin qu'ensemble, ils identifient les domaines non encore pris en charge par la coopération entre nos deux États. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, était en visite de travail et d'amitié en Chine-Taïwan du 20 au 24 juin 2016. Avec les autorités taïwanaises, il a été question du renforcement de la coopération parlementaire, mais aussi du partenariat économique entre les deux pays. Soulignons que Taïwan est l'un des partenaires clés du pays avec un grand nombre de réalisations d'infrastructures, dont le centre écotouristique de Bagré et son projet d'élevage piscicole. Il s'étend également sur plusieurs secteurs de développement économique et social. Les greffiers observent depuis quelques jours un arrêt de travail pour demander l'accélération de la procédure dans le traitement de leur dossier de reversement. La fermeture des bureaux de greffe au palais de justice de Ouagadougou a pu être constatée ce matin par notre reporter, un mouvement de protestation qui fait des mécontents au sein des usagers du greffe. Cheikh Omar Bandaogo. Des bureaux fermés dans une administration burkinabé un matin de lundi. Nous sommes dans les locaux du palais de justice de Ouagadougou et ce 4 juillet, les bureaux du greffe ne sont pas accessibles aux usagers. Dans les couloirs, c'est le vide et le silence. Alors, comme vous, nous avons constaté que depuis jeudi, les camarades ont décidé d'organiser un mouvement d'humeur pour protester contre le retard qui est mis dans le traitement de notre dossier de reversement. Il est évident que les syndicats de greffiers ne sont pas ceux qui ont commencé le mouvement.
Ils ont été mis devant le fait accompli, mais un fait accompli qui ne semble pas leur déplaire. Nous, notre loi date de depuis 2012. Les textes d'application ont été adoptés en 2015. Je dirais que les travaux de reversement sont finis depuis mars 2016 et jusqu'à présent, les camarades ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à jouir même des retombées de ces actes. Si à l'intérieur c'est le silence, dehors l'ambiance est tout autre. Les usagers du greffe, venus soit pour un casier judiciaire, soit pour un certificat de nationalité, attendent dans la cour du palais. Une manifestation spontanée se fait constater. Il est clair qu'ils sont mécontents. Bon, je pense que c'est un vilain défaut qui vient de leur ministère, puisque ça fait au moins 2 ou 3 jours qu'on est en train de courir pour établir le casier, même les nationalités, mais en vrai on n'arrive pas. Or qu'il y a des concours qui sont lancés actuellement, comme la police, sapeur et puis la gendarmerie. On a besoin de faire ça. On ne peut pas rester à la maison les mains croisées, soit disant que les greffiers ou quoi, ils sont en grève. Non, s'ils peuvent en tout cas, soit d'établir les casiers judiciaires pour nous, soit ils n'ont qu'à éliminer les casiers judiciaires là au niveau des concours qu'on puisse déposer. Ce matin, ils attendront 10 heures, heure à laquelle s'arrête la réception des dossiers. Mais une chose au moins est sûre, ils n'auront pas gain de cause. Car pendant qu'ils attendaient, les syndicats de greffiers se concertaient pour trouver une issue favorable à la crise. Pour ces manifestants d'un jour, le lendemain sera peut-être le bon jour. Les agents des impôts et des domaines réclament de meilleures conditions de travail. Ils déplorent la vétusté de locaux faisant office de bureaux pour certains d'entre eux, la mauvaise gestion des plans de carrière et l'attribution de carburant pour les missions. Le syndicat a entamé ce lundi un sit-in de 48 heures, de 8 heures à 12 heures. Hassan Nakro, reportage. Ces agents des impôts du ministère des Finances ne sont pas à leur bureau habituel. Ils ont transformé la cour de la direction générale des impôts en bureau et pour cause, dénoncer les problèmes auxquels ils sont confrontés et qui freinent l'exercice de leurs fonctions. Le sitting a plusieurs motifs. Il faut dire que nous avons observé un sitting de protestation le 17 mai contre les conditions de travail désastreuses des travailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, les autorités ne nous ont pas reçus pour discuter autour de nos plateformes revendicatives qui sont déposées depuis février. Et la question des locaux constitue le premier point essentiel de cette plateforme. Je trouve que les agents n'ont pas les moyens en conséquence pour pouvoir travailler. À titre d'exemple, si vous prenez la question des locaux, alors il y a des services, pratiquement plus de 40 agents, depuis plus de 3 mois, ils n'ont pas de locaux pour travailler parce que les bâtiments menacent de s'écrouler. Ça ici à Ouagadougou, les brigades de vérification du centre. Si vous allez à Fada, ce sont dans les toilettes qui ont été rénovées pour que l'agent de la caisse puisse recevoir des contribuables pour payer de l'argent. Vous allez par exemple à Manga, ils sont dans une rigerie. Vous allez à Putenga, alors ils sont dans un cafétéria au milieu des marchés où des fours sont installés permanents au bord de la route. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la question de la gestion des carrières et le carburant pour les agents de terrain. Les travailleurs des impôts sont des agents de terrain. Et depuis pratiquement janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de travailleurs qui n'ont pas reçu de carburant de sortie. Donc ils travaillent sur la base de leurs propres moyens. Quand nous prenons la question du plan de carrière, il y a un plan de carrière au sein de la DGI que le directeur général des impôts également n'applique pas. Ce sitting prévu pour durer 48 heures concerne plus de 25 000 agents, tous des impôts, répartis sur toute l'étendue du territoire national. Autre information, le lycée municipal de Port-Boué d'Abidjan, dans la catégorie élèves, et l'université Ouagadougou, catégorie étudiants, ont respectivement remporté le premier prix du concours scolaire et universitaire d'éloquence dénommé Tébateur. L'initiative est de l'association Perform. La finale s'est jouée le 1er juillet 2016, compte rendu Mahamadi Ouedraougou. Le débat autour du thé, ou Tébateur, c'est le concours scolaire et universitaire d'éloquence initié par l'association Perform. La finale internationale du Tébateur entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a eu lieu le 1er juillet à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. L'ambiance a fait bon enfant et le niveau il était bien, je pense qu'on peut l'améliorer, mais il était bon, je pense que c'était bien. Globalement, je suis satisfait du Tébateur, même si j'estime qu'on peut toujours mieux faire. Pour le débat, le lycée Ouézen Koulibaly de Bobo-Dioulasso était opposé au lycée municipal de Port-Boué.
Dans un jeu de thèse et d'antithèse, les candidats avaient pour défi de convaincre le jury sur la nécessité ou non de faire la réconciliation nationale sans la justice. Pourquoi vous, maître Burkinabé, exigez-vous la justice pour vos martyrs du 31 encore? Tout simplement parce que vos corps sont meurtris et vous avez soif d'une réconciliation réelle, véritable, chose qui n'est possible que par la justice. Et j'affirme avec certitude que la cohésion sociale doit s'arracher, non par le biais de la justice, mais par une concertation et un renouement des grands esprits, car c'est de là que dérivera la paix, l'harmonie dans le monde. Chez les étudiants, l'université Ouaga 2 était face à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il s'est agi de savoir si le micro-État est-il porteur de progrès social en Afrique ou faut-il envisager plus l'unité fédérale comme solution au développement de l'Afrique. Le fédéralisme, c'est une alliance qui lie les contractants à ce qu'ils ont de plus cher, à ce qu'ils ont de plus sacré. Et cette chose-là, c'est la confiance. Il est clair qu'une alliance basée sur la confiance parmi les arrière-pensées. Une alliance basée sur la confiance parmi les arrière-pensées. Et cette alliance-là est sur le progrès et de stabilité. Le fédéralisme dans un contexte où la plupart des États africains sont des néocolonies ne favorisera que la théorie de réunir pour mieux exploiter. Peut-il en être autrement lorsque l'actuel siège de l'Union africaine a été construit par la Chine? 54 pays rassemblés, incapables de se construire un siège, mesdames et messieurs, n'est-ce pas là, continental? À l'issue des débats contradictoires, c'est le lycée municipal de Port-Boué dans la catégorie élèves et l'université Ouaga 2 catégorie étudiants qui ont respectivement remporté le premier prix. Les vainqueurs ont reçu de nombreux lots en nature et chacun estime que c'est le goût pour le débat qui a été valorisé. Des arbres, des panneaux publicitaires déracinés, des maisons décoiffées, ce sont les dégâts causés par le violent vent d'hier. Des dégâts qui témoignent de la force de ce vent qui a fait peur plus d'un. L'Iradon Philippada, reportage. Un panneau publicitaire couché à même le sol, des arbres déracinés, des hangars décoiffés. Nous sommes sur le boulevard des Tanchoba pour constater les dégâts au passage du vent qui a précédé la pluie tombée ce dimanche 3 juillet 2016. Hier, comme il devait pleuvoir, le vent a commencé, j'étais là-dedans, j'ai vu le panneau tomber. Heureusement qu'on a tout ramassé, donc ça n'a pas fait de dégâts. C'est juste le panneau qui était tombé, sinon ça ne va pas blessé. Les racines en l'air, ce caïcédra est tombé sous les yeux de ce vendeur de vêtements qui dit avoir échappé belle. Hier, c'est aux environs de 16 heures que le vent a commencé à souffler violemment et emportait tout sur son passage. Alors rapidement, j'ai mis mes effets à l'abri et je suis revenu m'arrêter sur mon lieu de commerce. À peine 5 minutes que cet arbre est tombé, puis celui-là. J'ai eu vraiment peur de la violence du vent. Sur le même axe, la peur a frappé Amado Ilboudo, qui a assisté à la chute de cet autre caïcédra qui a écrasé un panneau publicitaire sous son poids. Bon, moi, le conseil que j'ai à donner à ceux qui sont assis sous les arbres, si le vent c'est tel pareil, je les invite à quitter carrément sous les arbres. Même les kiosques, c'est mieux de quitter là-dedans parce qu'il n'y a pas une sécurité. Et puis vous-même vous voyez tout ça. Si par exemple il y avait des gens là-bas, ça n'allait pas donner de bons résultats. La saison des pluies s'installe avec de plus en plus de vents violents à Ouagadougou et il conviendrait aux populations d'avoir de bons réflexes de protection qui consistent à trouver refuge dans des endroits appropriés tout en évitant les arbres et les panneaux. La célébration de la fête de Ramadan sera difficile pour certains musulmans cette année encore. À quelques jours de cette fête, on assiste à une flambée des prix de poulet, de la pomme de terre et des légumes. La raison de cette surenchère diffère d'un commerçant à un autre, suivant ce constat de Rodrigue Guel. À l'approche de la fête de Ramadan, certains clients de la ville de Ouagadougou disent être confrontés à une surenchère des prix des volailles.
Les prix ne sont pas abordables parce qu'avec l'approche de la fête, là, on ne peut pas payer les pentades que je suis venue pour payer et puis je n'arrive pas à payer. Or pourtant hier quand j'étais ici c'était moins cher. Mais ce matin on me dit que le prix a augmenté. Que les poulets sont en manque, les pentades sont en manque, donc ça devient sérieux quoi. On va faire avec, comme la fête c'est d'ici quelques jours, ça va passer. Les prix vraiment sont vraiment incohérents, vraiment ça monte. Un seul poulet à 4000, 4500. Vraiment, tu vas payer combien de poulets pour pouvoir donner vraiment. Bon, c'est très difficile. Franchement, très difficile. C'est mieux même qu'on rentre vraiment au niveau du poisson même. Pour pouvoir payer. Bon, le paquet de poissons, tu te prends ça au moins à 6 000. Au moins, tu peux au moins partager. Mais 2 poulets à 9 000, au moins à 10 000. Franchement, c'est compliqué. Pour les vendeurs, la cherté des volailles n'est pas de leur ressort, car ils estiment qu'il y a un manque de poulets. Pour le marché, ça ne va pas d'abord, parce qu'il y a un manque de poulets. Les poulets sont devenus un peu chers. On ne sait pas comment on va faire. Les pommes de terre, aliments très frisés lors des fêtes, connaissent aussi une augmentation des prix. Avec la fête là, je trouve que ça a augmenté. Le prix de la pomme de terre a augmenté. Le kilo est passé de 500 à 700. Dans les marchés, pendant que les vendeuses de condiments s'alarment à cause du manque de marché, les clients trouvent que certains produits sont chers. Matin, c'est un peu. Parce que ce matin, là, comme les gens ont dit que c'est pas que c'est demain, c'est après-demain, ça n'a pas marché. Les choses qui sont chères, il y en a aussi qui ne sont pas chères. Par exemple, les piments, les tomates. Tomates, là, il n'y en a même pas. Mais on fait avec, on va faire comment? Les commerçants de vêtements, chaussures et autres articles ont le même langage. Comparativement à l'année passée, cette année, les affaires ne marchent pas. Parlons culture à présent. Le guide d'élaboration de stratégies ou de programmes locaux de développement culturel a été au cœur d'un atelier de validation ce lundi en présence du ministre de la Culture, Tahirou Barry. Il s'agit là d'un canevas qui permettra aux acteurs locaux d'établir leur propre politique culturelle. Mahamadi Ouedraogo, reportage. La culture au Burkina Faso connaît une importante évolution ces dernières années. Au ministère en charge de la culture, des initiatives sont en cours pour renforcer la dynamique culturelle. Un document de proposition d'un nouveau modèle de gouvernance de la culture au Burkina Faso a fait l'objet d'un atelier ce 4 juillet à Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer, ou de valider un guide type d'élaboration des stratégies ou des programmes au niveau local, développement culturel. C'est un outil très important, un canevas qui permet aux élus locaux et aux exécutifs au niveau local de pouvoir élaborer leur propre, on dirait dans le temps, une politique. Actuellement, on parlera de stratégie ou de programme de développement culturel. C'est comme un peu à l'image au niveau national, quand un ministère élabore sa politique nationale de développement du genre, développement de la culture, de l'économie, des finances et aussi de la décentralisation. Ça entre un peu la même ligne de ce genre de documents. Oui. Les participants, venus de plusieurs secteurs d'activité de la culture, mais également des élus locaux, vont passer à la loupe le document en vue de formuler des stratégies efficaces pour une bonne intégration de la culture dans les plans de développement culturel au Burkina Faso. Ce que nous attendons à l'issue de cet atelier de validation, c'est des propositions pour intégrer de façon forte des politiques culturelles dans les différents plans de développement. Parce que depuis le transfert des compétences et des ressources culturelles aux collectivités en 2009, nous constatons qu'il y a une faible prise en compte de ces politiques dans les différents plans de développement et les infrastructures même qui sont transférées souvent sont dans un état de délabrement inacceptable. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme reste à l'écoute des propositions pertinentes qui doivent sortir de cette rencontre afin de relever les défis qui s'imposent à nous. Cette rencontre des acteurs de la culture a été le baptême de feu du tout nouveau maire de la ville de Ouagadougou qui a dit sa disponibilité à contribuer à l'essor de la culture dans la capitale burkinabé.
Le Rail Club du Kadiogo, le RCK, a croisé le fer avec le Racing Club de Bobo-Dioulasso, RCB, sur le terrain de Poura, dans les Balais, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Faso. Ce derby s'est soldé par la victoire du RCK sur le score de 3-0. Revivons l'opposition avec Hassan Nakro. C'est sur ce terrain de Poura dans la Sicile que le derby des quarts de finale de la Coupe du Faso s'est déroulé. Le Rail Club du Kadiogo, qui tient la tête du championnat, était face au Racing Club de Bobo RCB, classé deuxième également dans ce championnat. Le RCK de Kambomalo a eu le fin mot, même si le RCB a ouvert le score à la deuxième minute d'entrée de jeu grâce à Serge Ouedraogo. Les cheminots vont parvenir à se mettre sur de bons rails suite à 3 réalisations concrétisées par Blaise et Narcisse Yamego, ainsi que le défenseur Roger Siriman. 3-2, c'est le score final de cette rencontre. Pour l'entraîneur Kambomalo, l'essentiel est fait. Oui, bon, je dois avouer que ce soir, on venait quand même parce qu'on savait que ces deux équipes qui sont d'abord au coude à coude dans le championnat et que bon, le sort nous a encore opposé en Coupe du Faso, qui est une autre compétition majeure. Bon, on savait que la partie allait être vraiment très disputée. Ça l'a été. Et vous avez vu que ça n'a pas été du tout évident. On prend un but dans les 2 premières minutes. Bon, heureusement que les garçons, comme d'habitude, ils ont encore puisé dans leurs ressources pour aller chercher, revenir à la parité et mener au score. Je pense que c'est bon à prendre. Du côté du Racing Club de Bobo, cette défaite n'est pas synonyme de désespoir, car il peut toujours se consoler avec le championnat national, même s'il reste 3 journées à disputer. Nous n'avons pas tout perdu. Les 3 journées du championnat, on va la jouer. Vous savez qu'un match de coupe, ça se joue de bout en bout. C'est vrai que nous n'avons pas gagné ce soir, mais les garçons ont tout donné. Ça, il faut les reconnaître. Moi, je les félicite pour ce qu'ils ont donné. Et dans un match de football, il faut obligatoirement un vainqueur et un vaincu. Et je souhaite bonne chance pour le RCK pour la suite. Le match en main, c'est trop dit. Vous savez que prendre un but, ça tient que sur des détails. Vous avez vu que les buts ont été marqués d'une manière... il faut des erreurs. On a commis 2 erreurs défensives qui ont fait qu'on s'est fait remonter. Bon, on a tout donné pour revenir au score après, mais on n'a pas pu. Avec cette victoire, les Faucons de Kadiogo seront en prise avec l'Asfa Yenenga qui a battu Salitas par un score de 2-0 et l'ACFV vainqueur du Majestic 1-0 va en découdre avec l'AS Sonabel qui a pris le dessus sur le BPS de Koudougou aux séances de tir au but 5-4. Les États-Unis d'Amérique commémorent ce 4 juillet 2016 la fête de leur indépendance. C'est dans la représentation diplomatique au Burkina que les Américains et leurs amis vont célébrer l'événement. Le pays de l'oncle Sam est un partenaire au développement clé du Burkina. À travers plusieurs projets, ce pays apporte son aide au Burkinabé. Rodrigue Guel nous résume ici les grandes réalisations américaines dans ce pays. Les relations entre le Burkina Faso et les États-Unis datent de très longtemps. Ces relations ont été bénéfiques pour les pays des hommes intègres. La santé, l'agriculture, l'élevage, l'émergence de la démocratie, la lutte contre l'extrémisme ont été entre autres les domaines d'intervention. Depuis 2009, les États-Unis financent le programme du titre d'aide au développement mettant l'accent sur la productivité agricole et de la santé maternelle et infantile avec un budget annuel de 15 millions de dollars américains. Ils ont successivement mis en œuvre 2 programmes d'éducation des filles financés par le Millennium Challenge Corporation d'une valeur de 40 millions de dollars américains qui ont permis la construction de 132 complexes scolaires adaptés pour les filles dans les communautés rurales localisées dans les 10 provinces du pays où les lieux d'accès et de maintien des jeunes filles à l'école étaient les plus bas. Sur le plan de la santé, les États-Unis accompagnent depuis 2009 le programme de lutte contre le paludisme avec une tranche de financement initial de 6 millions de dollars américains. En 2013, le montant annuel de ce programme était plus de 9 milliards de dollars. L'aide américaine à travers le Millennium Challenge et compte dans son volet désenclavement a permis l'aménagement d'un périmètre hydro-agricole d'une superficie totale de 2246 hectares dans la vallée du Sourou, la construction de 4 marchés agricoles et la réhabilitation du barrage Van Deleri. Les financements, la supervision, la construction et le bitumage de la route de Dougoununa-Djibasso, frontière du Mali, y compris la bretelle Nouna d'une longueur de plus de 143 km. Des routes Sabou-Koudougou-Didir et Banfoura-Sendou, respectivement longues de 80 et 50 km,
et de 144 km de pistes rurales. Au titre du programme sécurisation foncière, 47 services fonciers ruraux ont été installés, ainsi que des bureaux domaniaux dans 47 communes pilotes du projet. L'accroissement de la couverture du réseau géodésique national à travers la construction de 700 bornes et de 1400 repères d'azimut dans 351 communes du Burkina Faso et contribué à la délivrance d'environ 8000 attestations de possession foncière rurale. Les États-Unis ont aussi contribué à l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2015 avec la somme de plus de 1 milliard de francs CFA. Parlons à présent du génocide rwandais. La Cour d'appel de Paris a requis ce lundi la réclusion criminelle à perpétuité contre deux anciens maires rwandais accusés devant la Cour d'assises d'avoir participé au génocide en avril 1994. 2 mois, c'est le temps qu'a duré ce procès qui est le deuxième tenu en France dans le cadre du génocide. Considéré comme l'un des plus horribles massacres du XXe siècle, le monde entier se rappelle en cette date la fin du génocide rwandais. Cette barbarie humaine a fait plus d'1 million de morts, en majorité Tutsis, et de nombreuses victimes. 22 ans après, Hutus et Tutsis tentent de panser leurs plaies et de regarder ensemble dans la même direction. Bref rappel des faits avec Gaël Rodrigue. Ce 4 juillet 2014 marque le 22e anniversaire de la fin officielle du génocide rwandais. L'origine de ce conflit date de la période coloniale. À cette période, les troupes colonialistes allemandes estimaient que les Tutsis étaient génétiquement supérieurs aux Hutus. Le Rwanda a été par la suite colonie belge et ce colonisateur s'est aligné dans la même logique que le précédent, l'objectif étant de rester le maître du Rwanda. Tout a commencé le 6 avril 1994 lorsque l'avion qui transportait le président rwandais Juvenal Habyarimana ainsi que le président burundais Cyprien Ntaryamira s'est écrasé suite à un tir de missile. Les Tutsis ont donc été présentés comme des instigateurs de cet attentat. Le même jour, la radio libre des 1000 collines à travers ces zones donna le signal du déclenchement du génocide. Abattre ces grands arbres aurait été le signal de départ du génocide. Après cela, des milliers de Tutsis et de Hutus modérés ont été massacrés. Les milices qui effectuaient le travail étaient souvent assistées par des forces armées rwandaises. Des machettes, des gourdins cloutés, des couteaux étaient des armes utilisées. La violence a atteint des sommets dans l'horreur. Des femmes et les filles étaient violées par milliers. Des femmes enceintes étaient éventrées à l'arme blanche pour tuer le fœtus. Certaines personnes ont été dépecées vivantes. La radio libre des 1000 collines dénonçait les Tutsis encore en vie et orienter les outils génocidaires vers les endroits où ils étaient cachés. Le génocide rwandais a fait plus d'1 million de morts selon un bilan officiel publié par le ministère rwandais de l'administration du territoire à l'issue d'un recensement effectué en juillet 2000 et près d'1 million de victimes selon les sources onusiennes. Environ 250 000 femmes ont été violées, laissant la population du pays traumatisée et son infrastructure détruite. Depuis, le Rwanda a entrepris un processus ambitieux de justice et de réconciliation pour tous les Rwandais pour les permettre de vivre à nouveau en paix l'un à côté de l'autre. Les récits puissants de plus de 3000 témoins qui ont courageusement raconté certains des événements les plus traumatisants inimaginables lors du procès. Le génocide rwandais aurait été un des plus horribles massacres du XXe siècle, une barbarie atroce qui, après des années, hante toujours les mémoires des personnes qui ont vécu ce drame. Encore un nouveau report du procès Simone Gbagbo. Victime d'un malaise la semaine dernière, son procès a été suspendu ce lundi pour 1 semaine. Jugée pour crime contre l'humanité, l'ex-première dame ivoirienne comparaît depuis le 31 mai 2016 devant la cour d'assises d'Abidjan. L'Ouganda, c'est la première étape de la tournée africaine du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette visite est assez historique. Elle a lieu ce 4 juillet 2016. 40 ans après le raid d'Entebbe, le 4 juillet 1976, Israël était confronté à une attaque terroriste, mais sur le continent africain. Une prise d'otage sur l'aéroport ougandais d'Entebbe, où avait atterri un avion français détourné par 2 Palestiniens et 2 militaires d'extrême gauche allemands.
Des commandos d'élite israéliens étaient alors intervenus pour libérer ces otages. La visite du Premier ministre israélien sera mise à profit pour parler sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de tourisme et de commerce. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Aussi merci à Issa Tiendrubego qui a assuré la traduction de ce journal pour les personnes sourdes et malentendantes. La suite des informations, c'est sur Burkina Info.